partie, nous avons pris rapidement. Je disais donc, dans la première partie, nous avons rapidement fait allusion à la nomenclature, les termes, les mots que vous allez retrouver dans des livres de génétique, dans les cours, etc. Nous avons parlé du gène, nous avons parlé des chromosomes, nous avons parlé du locus et nous avons parlé des allèles. Ce sont des choses que nous avons vues dans les cours précédents. Dans le cours d'hier, il y a peut-être une partie que vous n'avez pas pu suivre parce que, je ne sais pas, un problème de connexion, mais tout se trouve sur le site. Excusez-moi un moment. Eric, vous pouvez bloquer un moment parce que j'ai un appel urgent là. Yes. Voilà, mes excuses, nous allons reprendre. Donc, je vous disais que nous allons voir maintenant Mendel. Mendel, ce prêtre qui était dans leur monastère et qui cultivait les petits pois, ce sont des types de haricots, et qui a voulu faire une expérience en disant, tiens, je vais étudier, vous savez que les petits pois, les végétaux, ils sont aussi sexués ou pas sexués, en les croisant avec les pollens, des fleurs et tout, vous pouvez combiner les choses. C'est pour ça qu'on a les abeilles qui vont permettre la fécondation de différents, parce qu'elles prennent le pollen d'un côté, elles le remettent à l'autre, etc. Il y a une fécondation et donc on a des fruits, etc. Donc tous ces animaux sont vraiment importants pour cela. Alors, Mendel, il s'est dit, tiens, je vais essayer quand même de comprendre comment se fait-il qu'on a ces types de petits pois, ces petits haricots de plusieurs types. Et alors, il a voulu les croiser des haricots qui sont de même type, de même famille, si vous voulez, et qui sont tous de la même génération, et il va étudier les caractères que les petits pois avaient. Alors, il s'est dit, je vais essayer d'analyser au moins 7 caractères, plusieurs caractères. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme analyse? Il s'est dit, tiens, je vais voir un peu les petits pois, comment ils se comportent. Et les caractères, il s'est dit, tiens, vous savez, les petits pois, c'est le haricot, la gousse, la tige, les fleurs qui, lorsque la plante pousse, etc. Et ces petits pois, ils ont des aspects différents. Alors, il va dire, je vais voir la couleur du petit pois, du petit haricot. Il y avait des petits pois qui étaient verts et d'autres qui étaient jaunes. Il dit, je vais voir aussi si la surface des petits pois, si c'est lisse ou bien si c'est rugueux. Donc, ça, ce sont des rugueux ou, si vous voulez, ridés. Après, il regarde les pétales. Donc, les pétales, ce sont les fleurs. Quand le petit pois grandit, il regarde aussi la couleur des pétales. Il y avait des couleurs pourpres, des couleurs blanches. Maintenant, il voit les gousses. Quand le fruit, le petit pois va sortir, la gousse, il voit soit elle est lisse, soit elle est rugueuse, elle est plissée. Soit elle est aussi de couleur jaune ou bien de couleur verte. Et il regarde aussi les fleurs axiales et les fleurs terminales. En fait, il regarde plusieurs caractères et se dit, tiens, je vais essayer d'étudier qu'est-ce qu'il y a lorsque je vais croiser ces petits pois de la même famille, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, il remarque que lorsqu'il prend les petits pois verts, il les croise avec les petits pois ridés. Alors, on va essayer de dessiner, parce que ça, c'est l'expérience de Mendel. Petits pois, on va prendre seulement un seul caractère, vert. Donc là, le caractère, c'est la couleur du petit pois, le petit haricot. Et je le croise, il est vert,
avec le petit pois qui a un caractère, on va dire, vert et lisse. Je vais le croiser avec le petit pois qui est vert, mais qui n'est pas lisse, qui est rugueux. Voilà, je le dessine comme ça. Hein. Qui est vert, donc couleur verte, aspect lisse et, on va dire, rugueux. Voilà. Il les croise. Les croiser, ça signifie qu'il va les faire marier. Sa grande surprise, lorsqu'il les croise, il obtient dans la première génération, les générations, on les appelle ou fécondation, 1, 2, 3. Dans la première génération, il obtient le croisement de ça. Tous les petits pois sont comme ça. Il obtient la première génération, tous les petits pois sont de couleur verte et lisse. Ben, c'est une bonne expérience. Ça, c'est Mendel. Après, il se dit, tiens, on a dit qu'il allait étudier plusieurs caractères. Maintenant, il dit, je vais prendre les petits pois de couleur jaune. Moi, je mets ça en rouge. Comme dans l'autre, petit pois de couleur jaune avec un petit pois de couleur verte. Et il va voir qu'est-ce qu'il aura comme petits pois qui vont... le jaune et le vert. On est toujours dans la première génération. Hein. Je vais peut-être effacer ici. Comme ça, on est toujours dans la première génération. Le vert plus le jaune, il les mélange. À sa grande surprise, il donne tous des petits pois de couleur jaune. Moi, j'ai mis rouge. Hein. Toujours dans la première génération. Ça, c'est l'expérience de Mendel. Il fait la même chose avec les gousses vertes et jaunes. Il obtient des gousses vertes. Se pose la question, tiens, j'ai mélangé la couleur rouge avec la couleur verte, mais j'ai eu seulement les enfants qui sont nés après, tous avaient une couleur, ça tourne, on dirait que l'Internet vient de se perdre, hein? Je ne sais pas. Ça, tous ont la couleur jaune, là. Et l'autre, il les mélange, donc quand je fais ça, ça signifie plus, et là c'est plus, ça me donne ça. Il se demande en disant, il y a certainement une couleur qui a disparu, qui n'est pas visible. On dirait qu'il ne voit pas le tableau. Hein? Il voit? Bon, très bien. Alors, c'est ce qui a permis... Pourquoi est-ce que Mendel a travaillé sous les petits pois? Pour des raisons très simples. Les petits pois ne coûtent pas cher. Il y en a beaucoup. Ça pousse très vite. Ça se reproduit très vite. Ça donne une dépendance très nombreuse. Et donc, c'était possible de faire ces expériences et de récolter plusieurs petits pois à la fois et d'étudier qu'est-ce que ça donnait dans la première génération. Après, il se dit, tiens, je vais maintenant les mélanger, toujours ces petits pois, dans la deuxième génération, qu'est-ce que je vais avoir? Dans la deuxième génération, on est ici, je vais écrire F2, de ça et ça, il revient, il retrouve des lisses et des rigueux. C'est comme si à un moment, il y a une génération qui a disparu. Et là, il les retrouve dans des proportions différentes, dans des proportions qu'on appelle 3-1. Il va retrouver 3 fois les lisses
et ici, oui, les lisses et une fois les rugueux. Il fait la même chose avec les pétales, ou bien selon les couleurs. Il retrouve la même chose. Et donc, cela lui a permis de découvrir une chose. Donc, ça, c'est la première génération où tout le monde est lisse. Deuxième génération, je trouve 3 lisses par rapport à 1. Ici, au point de vue couleur, je trouve aussi 3 jaunes par rapport à 1, rouge ou vert. Et il se dit, il y a quelque chose qui est à la base de cette variation-là, cette variation de valeurs que nous avons. Ben, c'est ce qui permet à ce que Mendel a découvert, ce qu'on appelle la transmission héréditaire. C'est grâce à ça, au travail de Mendel, que nous avons les notions de dominant et récessif. Donc, l'expérience de Mendel, ce sont des expériences qui ont permis, Mendel a révolutionné la génétique, de comprendre la transmission héréditaire. C'est pour cela, cette transmission héréditaire, on l'appelle la transmission héréditaire mendélienne. C'est pour cela qu'on parle de la loi de Mendel. La loi de Mendel qui permet de comprendre que lorsque j'ai un gène qui est dominant et qu'un autre est récessif, un mélange d'un dominant avec un récessif, c'est toujours le dominant qui s'exprime au point de vue phénotypique. Nous avons dit, hein, on a vu tantôt que c'est le phénotype, c'est ce que je vois, ce qui s'exprime, ce que je vois. Le génotype, c'est l'intimité que j'ai en moi. Donc, c'est ce qui expliquait que, ici, qu'est-ce qui était dominant? Le rugueux ou bien le lisse? Ce qui était dominant, c'est le caractère lisse par rapport au caractère rugueux. Donc, quand je mélange lisse plus rugueux, ça me donne, ça domine. Donc, je me dis, le caractère lisse, il est dominant. Le lisse est dominant. Ici, au point de vue couleur, comme j'ai mélangé plus ça, dans la première génération, hein, tous mes petits pois qui sont nés, ils étaient tous jaunes. Donc, la couleur jaune est dominante. Et qu'est-ce qui est récessif? Ce qui est récessif, c'est ce qui ne s'est pas exprimé à la première génération. Donc, le caractère rugueux est récessif. Et ici, ce qui ne s'est pas exprimé, c'était la couleur verte. Donc, je dirais que la couleur verte est récessive. Ça, c'est ce qui a permis aujourd'hui que nous puissions parler de la loi de Mendel, qui a montré justement ces proportions en disant, lorsque maintenant je reprends ces croisements de mes petits pois dans la deuxième génération, dans la première génération, au point de vue couleur, tout le monde avait la même couleur. Dans la deuxième génération, je trouve 3 qui sont lisses, enfin, je parle du pli, 3 qui sont lisses et un seul qui est rugueux. D'ailleurs, vous connaissez ça. Si on remplace ces caractères de dominant avec récessif par, nous allons voir une maladie, on prendra par exemple la drépanocytose, on dira par exemple que l'hémoglobine A, il est dominant, l'hémoglobine S est récessif, et je vous donne comme exercice, à ce stade-ci, je vous dis, faites-moi le premier croisement. Papa A, on va dire A, maman A, S. Première génération, j'ai des enfants qui sont tous A. Ça signifie quoi? Ça signifie que la A est dominante.
que la S est récessive. Ça signifie que je n'ai pas de maladie SS. Parce que pour être malade, il faut être SS. Première génération, je n'ai pas d'enfants malades. Deuxième génération, ceux qui sont nés de papa et de maman dans une famille, vous aurez des AS, puisqu'on a hérité une partie de maman et une partie de papa. Et dans la deuxième génération, quand ils vont se croiser, je pourrais avoir un AS, AA, AA et un SS, puisque je croise les deuxièmes générations où il y a des AS. Et c'est ce qui fait qu'on comprend qu'il y a des caractères qui sont dominants et d'autres qui sont récessifs. C'est Mendel qui nous a permis de découvrir ces règles-là. C'est pour ça quand vous faites, je passe à la chose pratique, comme ça vous comprenez. Quand vous faites, on efface ça. Quand vous dites, comme je l'ai dit au début, hein, la génétique, chez nous, elle sera basée sur la drépanocytose. Ce qui fait que quand papa donne, il est A, maman est AS. Vous les croisez. Qu'est-ce que vous allez avoir comme enfant? Vous savez répondre ou pas? Ceux qui sont en ligne. Qu'est-ce qu'on aura comme enfant? Premier enfant qui peut naître, ce sont les possibilités, hein, probabilités. Papa donne ça, maman donne ça. A. Deuxième possibilité, papa donne ça, maman donne ça. A, S. Et après, est-ce que vous avez d'autres possibilités? Mais AA et AS, le phénotype, ce n'est pas drépanocytose. Le porteur, il est bien portant, il n'est pas malade. Donc, la première génération, ça, tout le monde est bien portant. Maintenant, deuxième génération, celui-là, il se marie avec celui-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme enfant? A. Et puis, il donne la S et l'autre donne la A. Donc, on va écrire S, A. Et puis, il donne la A, l'autre donne la A. Et puis, il donne la S et l'autre donne la S, S. Combien de malades avons-nous? Un malade. Combien de personnes saines avons-nous? 3. C'est la fameuse règle de Mendel, 3 sur 1. Ce qu'on avait vu au début avec les petits points, ça se vérifie aussi avec la drépanocytose. 3 enfants qui ne sont pas, 3 possibilités d'enfants non malades avec une possibilité d'un enfant malade. C'est pour ça que vous expliquez aux parents en disant vous avez un risque sur 4 d'avoir un enfant SS. Mais tout ceci va dépendre du jeu du hasard. Quel gène est-ce que je vais donner? Et ça, c'est le hasard. Si vous comprenez ça, c'est ce que Mendel a découvert. Et ça, c'est important que vous puissiez retenir. Et c'est ça
la place que Mendel a apportée à la science. Il nous a permis de découvrir ce qu'on appelle les caractères dominants et les caractères récessifs. Après, il a continué à faire ses expériences et puis il y a eu quelqu'un d'autre qui s'appelle, bon, le nom va me revenir, qui lui a étudié les drosophiles. Ce sont des mouches. La drosophile, c'est une mouche qui a un gros ADN. C'est d'ailleurs, quand vous voulez voir l'ADN in vivo, la séquence d'ADN, on veut colorer, etc., on étudie celle de la mouche qu'on appelle drosophile parce que c'est gros et on sait voir ça. Alors lui, il a étudié plutôt la couleur des yeux des mouches drosophiles. Il a découvert qu'en général, les mouches avaient des yeux rouges. Mais par hasard, il est tombé sur une mouche qui avait des yeux blancs, clairs, disons clairs plutôt que blancs. Il les a croisés. La première génération, tout le monde avait des yeux rouges. Et puis après, il les a croisés à une autre génération. Il a trouvé qu'il a eu des mouches qui avaient des yeux clairs et des yeux rouges. Et puis, il a trouvé même qu'il y avait des mouches qui avaient des couleurs intermédiaires. Alors, ce sont les deux grands qui ont permis de comprendre la génétique et de découvrir deux types de transmission. Deux types, si vous voulez, de transmission génétique. On a ce qu'on appelle des transmissions génétiques somatiques. Somatiques. Donc, soma, c'est le tissu. Ou encore autosomique, autosomale. Et l'autre transmission, c'est une transmission liée au sexe. Les règles de transmission sont différentes. Une transmission somatique suit très bien les règles de Mendel, classiques que nous venons de voir. Et une transmission sexuelle, c'est un peu différent par la différence du fait que la transmission somatique, là, en général, le nombre de chromosomes, c'est 2N. Nous sommes des êtres humains 2N, diploïdes, et les cellules sexuelles, c'est N. Nous allons voir ça en détail quand nous allons voir aussi les maladies génétiques à transmission sexuelle. Donc, grâce à Mendel et l'autre, attendez, l'autre, comment il s'appelait, l'autre qui a étudié les trucs des mouches, c'est, voilà, je vous donne les noms parce que c'est quand même important de retenir certains chercheurs. Oui, c'est Morgan, voilà, c'est le nom que je cherchais. Si vous retenez Mendel et Morgan, vous avez retenu deux choses. Donc, Mendel et puis Morgan. Morgan, c'est celui qui nous a permis surtout de connaître la transmission sexuelle. Mendel, somatique, mais aussi sexuelle, parce qu'il a tout fait finalement. Il a analysé tous ces petits poids, etc. Il a vu que ça se comportait différemment. C'est important, je pourrais vous montrer après des diapos, hein, parce que j'ai mis quand même quelques diapos. Je n'aurai pas les images des drosophiles, mais enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement que Mendel a été à la base de la connaissance de la transmission somatique dominante et récessive. Et Morgan nous a permis de mieux comprendre la transmission liée au sexe. Donc, il y a des maladies que nous allons voir qui sont transmises par les chromosomes sexuels et il y a des maladies qui sont transmises par les chromosomes somatiques. Dans le monde en général, la majorité des maladies héréditaires sont des maladies héréditaires liées aux chromosomes somatiques ou autosomales. Donc, pour la plupart des maladies, c'est lié aux chromosomes
somatiques, donc ceux qui sont responsables du soma. Et que nous avons peu de maladies héréditaires, enfin on en a, hein, qui sont liées au sexe. Mais nous allons voir ça, nous allons voir quelles sont les maladies héréditaires liées au sexe. Alors, cette notion de transmission héréditaire nous amène à utiliser un outil. En génétique, il y a un outil que vous aurez des exercices à faire dessus, un outil qu'on appelle l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Je suis désolé parce qu'en pédiatrie, en génétique et donc en médecine, vous devez être capable de faire l'arbre généalogique. Vous aurez des exercices pratiques à faire sur ça. D'ailleurs, je vous dis déjà, l'arbre généalogique, je ne dis pas que l'arbre généalogique sert seulement pour découvrir les maladies. Hein. L'arbre généalogique, c'est un peu comme vous voulez savoir en disant, notre papa vient de, et ainsi de suite. Vous faites un arbre généalogique, non? Pour savoir que nous sommes les Bena Kapenga, les autres disent on est les Bena Kalonji, et on dit le grand-père, il était là, il était né de ci. Cet exercice-là, en génétique, c'est important de la faire. Pourquoi? Elle sert à quoi, cette connaissance de l'arbre généalogique? C'est l'arbre généalogique qui va aussi vous permettre d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est à la mode, hein, de pouvoir donner ce qu'on appelle le conseil génétique. Donc, l'outil pour parler du conseil génétique, c'est l'arbre généalogique. D'ailleurs, l'arbre généalogique, en français, en anglais, on appelle pedigree. En fait, pedigrees, je pense qu'on écrit avec E ou avec I. Bon. En fait, l'origine, ça vient du mot français pied de grue. Pied de grue, des grues, hein, des pieds de grue pour monter comme ça. Alors, ça ressemble justement à la pyramide. Le papa qui a donné plusieurs enfants et ça dépend de génération à génération. L'anglais qui prononçait mal, qui dit pi, di, gris. Pied, il dit pi, de, il dit di, grue, un peu comme nous les Congolais, on dit i, gris. Et alors, quand il écrit pidigris, alors ils écrivent comme ça. Pidigris. Bon, évidemment, ça ne flatte pas les Anglais, hein, parce que alors on les prend un peu pour des trucs. Mais enfin, c'est pour vous dire, le terme anglais que vous allez trouver, c'est pidigris. À quoi sert l'arbre généalogique? C'est quelque chose qui sert pour le conseil génétique. Ça, c'est des choses que vous allez voir de plus en plus. Conseil génétique. Le conseil génétique sert à quoi? C'est à prévenir des risques, c'est des risques, hein, d'avoir quelqu'un dans la famille avec une maladie héréditaire. Risque. Ça sert aussi donc à prendre des mesures de prévention. Ça se discute, hein, quel type de prévention, primaire, secondaire et tout, mais aussi à une prise en charge précoce grâce au dépistage. Dépister, c'est identifier rapidement le type de maladie, mais qui doit être confirmé par un diagnostic. Diagnostic, c'est confirmé. Et ça va permettre de prise en charge précoce. Précoce. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir l'arbre généalogique. Nous allons voir comment on fait cet arbre généalogique. Nous allons utiliser des symboles
il y a plusieurs symboles. Je vous laisserai ça dans les diapos. Il y a plusieurs symboles. Et il faut respecter ces symboles, hein. C'est international, tout le monde les représente comme ça. Et donc, nous allons apprendre aussi à les représenter de la même manière. Est-ce que vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires? Je suis désolé, mais il y a des choses que nous avons vues déjà dans le cours quand nous avons commencé, mais comme vous êtes connectés en retard, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas compris. Mais je m'arrête là un petit moment, on va faire encore une petite pause de 10 minutes pour savoir si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises sur lesquelles je peux revenir. Maintenant, on peut activer vos micros ou bien vous les mettez dans les chats. Vous avez l'assistance de Eric Baumin, qui est notre informaticien webmaster. C'est lui qui nous permet de pouvoir suivre tous ces cours à distance. Donc, si vous avez des questions, il le met sur le forum de l'IRB. Vous pouvez poser des questions là-dedans. Et si vous avez besoin de plus d'explications, comment accéder, vous avez des difficultés, vous pouvez lui envoyer un petit message. Il n'hésitera pas d'être là à votre service. Voilà. Oui, j'ai une question, professeur. Oui. Allez-y. Ah oui. Oui, je voulais un peu avoir la précision à partir de la loi de Mendel. Donc, lorsque l'individu transmet des caractères à leur descendance, donc, oui. Selon l'explication, maintenant, la question vient après. Les parents peuvent contribuer un seul allèle par caractère. Lors de la méiose, les chromosomes homologues peuvent se croiser ou bien ça ne va pas se croiser. Alors oui, nous allons revenir aussi. Je pense avoir déjà présenté quelque chose sur la division lors des premiers cours. La division cellulaire, on a deux types de division. On a une division qu'on appelle mitotique, c'est la mitose. La deuxième division, c'est la division qu'on appelle la méiose. Le but de la méiose, c'est de réduire le bagage héréditaire de 43 chromosomes de 46 chromosomes, pardon, à 23, la moitié, avant qu'il y ait la fécondation. Et ça concerne les cellules germinales. Donc, ça concerne les cellules qui vont nous permettre d'hériter de papa et de maman, de chacun, la moitié du bagage héréditaire. Mais ce bagage héréditaire, avant de l'hériter, va avoir une phase qu'on appelle la phase des crossing over, que vous avez vu dans la biologie classique. Dans la phase de crossing over, les gènes, donc les morceaux d'ADN de papa et de maman vont se croiser. Et donc, c'est la réponse à votre question. Oui, il y a des croisements, bien sûr. Mais alors, toujours dans la transmission, c'est au niveau du troisième, donc au niveau de la dominance, au troisième loi de Mendel. Mais la dominance s'applique lors des deux allèles différents pour un même gène. Et maintenant, la question arrive, est-ce que certains allèles peuvent dominer? Bien sûr, on a dit qu'il y a des allèles qui dominent. Lorsque vous avez vu la première expérience de Mendel, il prend des petits pois rugueux et de petits pois lisses. Première génération, tous les petits pois sont lisses. Ça signifie que la couleur lisse, elle est dominante par rapport au caractère plissé ou ridé. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il y a des caractères dominants. Maintenant, lorsque vous les croisez après, je vous ai donné l'exemple de AA et AS. Première génération, papa, lui, il est AA. Mais ils ont des enfants AS. Lorsque les AS vont se marier entre eux, AS et AS, j'aurai quand même aussi un enfant SS. Et je vous ai dit que j'ai passé ça, que le AS, le AA et le AS ne sont pas malades.
il n'y a que le SS. Et donc, j'aurai une proportion de 3 enfants qui ne sont pas malades versus un enfant qui est malade. Celui qui est malade, ça signifie que le gène qu'il a hérité, le gène S, c'est un gène récessif. Le récessif ne peut pas s'exprimer s'il est à côté d'un dominant. Le récessif ne s'exprime que quand ils sont à 2. C'est pour cela qu'on est malade quand on est SS. Quand je suis AS, non, je ne m'exprime pas, je ne suis pas malade. C'est clair? Oui, c'est clair, docteur. Voilà. Donc ça, c'est les règles de Mendel. Hein. C'est beaucoup plus long. Hein. Pour ceux qui feront la biologie dans leur spécialité ou qui seront des vétérinaires ou des trucs, ils auront à étudier beaucoup plus. Parce que nous, chez les humains, moi je m'arrête, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la drépanocytose, mais nous allons voir d'autres maladies. Hein. Mendel et Morgan nous ont permis de comprendre la transmission héréditaire somatique et la transmission héréditaire sexuelle. Nous allons voir ça après. Et dans la transmission sexuelle, pardon, somatique et sexuelle, Mendel et Morgan nous ont permis de comprendre qu'il y a des caractères qui sont dominants et d'autres qui sont récessifs. D'ailleurs, le caractère dominant, en général, on l'écrit avec une lettre majuscule. Le caractère récessif, on l'écrit avec une lettre minuscule. Donc, par exemple, prenons la couleur des cheveux. Si je dis black, j'ai fait B comme ça signifie c'est un caractère dominant. Et je mets à côté petit b, ça signifie un caractère récessif. Donc, si dans l'exercice que je vais vous donner, je vous dis, voilà, il y a un couple, on va faire l'arbre généalogique. Le père, il est B, B, et la maman est B, B. Je vous pose la question, quelle sera la couleur des possibles, quelles seront les possibles couleurs des cheveux des enfants? Est-ce que vous pouvez me répondre en faisant le croisement qu'on a fait comme pour la drépanocytose? Dites-moi. Les allèles, on a toujours deux parties, de papa et de maman. Et quand on doit avoir on a la méiose, c'est pour séparer la moitié. Je donne une partie à maman, papa donne une partie, maman donne une partie, et moi, je suis l'enfant, je reçois la moitié de papa, la moitié de maman. Maintenant, couleur des cheveux. B, ça signifie très noir. Petit b, ça signifie, disons, blanc. Cheveux blancs. Clair. Alors, quelles sont les possibilités? Les enfants, ils auront quelle couleur des cheveux? C'est un exercice. Dites-moi, vous qui êtes en ligne. Dites-moi, répondez. Allez. Premier enfant. Papa donne ça. Maman donne quoi? Blanc. L'enfant sera comment? Bleu, blanc. Deuxième possibilité. Papa donne, maman donne. Blanc. L'enfant sera? Bleu, blanc. Blanc. Blanc, blanc. Troisième possibilité. Papa donne ça. Maman donne? Quatrième possibilité. Papa donne ça. Ce sont des possibilités, hein? Maman donne? Comment seront les couleurs des cheveux des enfants? Eux, ils auront quelle couleur? Bleu, blanc. Ici, ça sera bleu-blanc. Là-bas, ça sera blanc. BB, ça c'est le gène, ça c'est l'ADN. La couleur, c'est le phénotype. Je vous ai dit que la couleur, c'est dominant. Tantôt, je vous ai dit AS. Quand je suis AS, je suis normal, je ne suis pas malade. Quelle couleur auront les enfants ici? Blanc.
couleur blanche. Plague, ils auront la couleur noire. Tous ces enfants ici, ils auront la couleur noire. Pourquoi? Parce que le B, il domine. Ils auront la couleur claire seulement lorsque il y a deux B. Et ici, c'est clair. Donc, je reprends ce que je vous ai dit. Le gène dominant domine sur le récessif. Le gène récessif ne s'exprime que quand ils sont à 2. Un gène récessif seul, il n'exprime pas la maladie. Voilà, c'est peut-être ça que vous devez retenir. AS, je ne suis pas malade, je suis porteur, c'est différent. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà, on va faire une petite pause de 15 minutes. Comme ça, vous avez le temps de souffler un peu et on va reprendre, on va continuer donc justement sur la transmission. On va commencer avec l'arbre généalogique. Je vais vous donner les symboles de l'arbre généalogique parce que, retenez bien ça, avec l'arbre généalogique, vous serez capable de faire ce qu'on appelle le conseil génétique. Vous serez capable de dire à moi ou en disant, ne t'étonne pas, cet enfant, oui, c'est ton enfant. Plutôt, vous allez dire ça à Jean Bouy, qui dit il n'est pas sûr que c'est son enfant parce qu'il est SS et lui, il est AS. Il ne comprend pas pourquoi cet enfant, il est SS. Et pourquoi c'est seulement le 8e de la famille qui est SS et tous les autres ne sont pas malades. Nous allons voir la notion de risque, probabilité. Ce n'est pas la certitude, c'est la probabilité. Et puis, il y a le hasard. En conseil génétique, vous devez connaître ces aspects-là. Risque, probabilité et hasard. Expliquez ça aux parents. À ce moment-là, vous allez éviter pas mal de problèmes dans les familles. On fait une pause de 15 minutes. Eric, vous pouvez arrêter. Hein? Ça, on fait une pause. Pardon. Maintenant, nous allons reprendre la partie qui concerne l'arbre généalogique. Comme on a vu, c'est une démarche importante qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer dans la pratique médicale lorsqu'on se retrouve devant un problème d'une maladie à transmission génétique, à transmission héréditaire. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre généalogique qui va nous permettre de pouvoir exercer ce qu'on appelle le conseil génétique. Le conseil génétique, c'est la démarche que nous allons réaliser pour identifier les risques au sein d'une famille ou d'un couple d'avoir un enfant dans les générations qui viennent qui sera atteint d'une maladie qu'on a vue dans les générations passées. Et ces générations passées, ce n'est pas seulement la première génération. L'arbre généalogique complet et qui est idéal doit remonter à plusieurs générations parce qu'il y a des maladies héréditaires qui peuvent sauter une génération. Nous ne les voyons pas dans une génération et puis une génération ultérieure, on les revoit. À ce moment-là, on commence à parler de sorcellerie. Ah, on n'a jamais eu ça dans notre famille, ce n'est pas normal, le grand-père n'a jamais eu ça, etc. Parce qu'en connaissant la génétique, on peut remonter en disant, mais l'arrière-grand-père avait eu ça. Et donc, c'est toujours dans le même filium, dans la même lignée familiale, et on peut comprendre pourquoi, à un certain moment, cette maladie, elle est apparue. Nous aurons des exercices à faire. Enfin, ça, c'est une chose qui fera l'objet de pratique. Je vous inviterai vivement à faire de la pratique sur ça, parce que c'est essentiel et c'est important.
Ça va vous permettre aussi de prendre des mesures préventives. Les mesures préventives, c'est par exemple d'éviter les liens des personnes qui peuvent avoir un risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique. Bon, aujourd'hui, dans les pays européens, ils considèrent comme mesure préventive la possibilité d'arrêter la vie, la croissance, le développement d'un enfant qui est atteint d'une maladie génétique. Ils appellent ça l'interruption volontaire de grossesse. Je vous rappelle qu'en RDC, en principe, la loi ne permet pas l'interruption volontaire de la grossesse ou, si vous voulez, les avortements. Une autre façon de prévenir, c'est de dire on va faire une prévention préconceptionnelle avant la conception. Et là, c'est important. C'est important parce que cette prévention préconceptionnelle, vous pouvez la faire à travers l'éducation, l'information et l'éducation. Un peuple éduqué et informé sait éviter les choses. En l'occurrence, dans notre pays, en particulier dans le Grand Kasaï, où on sait qu'on a une prévalence élevée de drépanocytaires, la prévention consisterait à éduquer les écoliers. Déjà à l'école, ils apprennent que si ma fiancée est AS et que moi aussi je suis AS, nous avons le risque d'avoir un enfant sur 4 qui sera homozygote SS. Et donc, même si Mujinga, elle est très belle, elle a de beaux yeux, soit je dis, écoute Mujinga, on s'aime bien, mais on ne va pas se marier. Je vais me marier avec une autre, avec Galula, parce que Galula est AA. Ce sont des décisions qu'il faut savoir prendre. Et ça, c'est la prévention préconceptionnelle, avant la conception, ce qui est éthiquement beaucoup plus admissible et moralement aussi beaucoup plus admise. Ou bien encore, c'est ce qu'on appelle les tests prémaritales avant le mariage. D'ailleurs, dans beaucoup de nos communautés maintenant, on demande, enfin moi j'ai appris que plusieurs pasteurs demandent le test VIH, le test, à un moment on demandait même le test Covid, j'espère qu'on ne va pas demander le test Monkeypox, et puis on va vous demander si vous êtes AS ou AS, etc. Le pasteur va vous donner des conseils. Attention, ce n'est pas l'interdiction de mariage, parce que le mariage, c'est un droit universel et chacun, c'est reconnu dans le droit universel de l'homme, a le droit de se marier avec qui il veut. En RDC, on parle de mariage entre un homme et une femme. Donc, n'entrons pas dans les débats des Européens. Nous, le mariage, c'est un homme et une femme. Du moins, la loi congolaise, c'est de ça qu'il s'agit. En plus, dans la loi congolaise, on ajoute un homme et une femme majeure. Donc, une personne qui a une jeune fille de 14 ans et un garçon de 15 ans qui se marient, la loi congolaise ne reconnaît pas ça comme un mariage officiel. Je ne parle pas des mariages coutumiers, etc. Mais je vous parle des choses qu'il faut connaître parce que la loi dit on se marie quand on est majeur. Et on est majeur en RDC à partir de l'âge de 18 ans. Voilà. Après, l'arbre généalogique va nous permettre de dire qu'on va introduire un programme de dépistage. C'est pour cela, par exemple, maintenant, comme on sait que dans le Grand Kasaï, la prévalence de la drépanocytose est élevée, nous avons introduit un programme de dépistage. Le docteur Alain Guéleka et son équipe se déplacent maintenant dans les zones périphériques de Mbuji-Mayi pour dépister les probables enfants atteints d'une maladie héréditaire génétique. Nous allons voir si elle est autosomale ou elle est liée au sexe, si elle est dominante ou si elle est récessive. Ça, c'est important. Et donc, ils vont dans la périphérie de Mbuji-Mayi pour détecter justement ces maladies. Ça, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Et pourquoi on fait le dépistage? On dépiste, c'est dans les règles justement de l'OMS, on dépiste les maladies pour lesquelles l'évolution peut changer lorsque on connaît la maladie à temps, avant que les complications ne s'aggravent. Et pourquoi on dépiste la drépanocytose? Parce que la drépanocytose, on peut la dépister à temps
les symptômes, la maladie, l'expression de la maladie et la gravité de la maladie advient plus tard. C'est pour cela qu'il faut les dépister à la naissance, ce qu'on appelle le dépistage néonatal. Et donc, en dépistant à la naissance, on va prévenir les complications graves sévères par des mesures que nous verrons lorsque nous parlerons de la drépanocytose. Voilà. Donc, ça, c'est le principe donc de l'arbre généalogique et le principe du conseil génétique. Alors, quels sont les symboles que nous allons utiliser dans l'arbre généalogique? Ces symboles, ce sont des symboles, si vous voulez, universels. On reconnaît que le sujet de sexe masculin, on va le représenter par un carré. C'est le sujet de sexe masculin. Donc, le carré, c'est M, masculin. Le sujet de sexe féminin, on va le représenter par un cercle. Donc, ça, c'est féminin. Que ce soit la maman ou la fille, on va le représenter comme ça. Les garçons par un carré et les filles par un cercle. C'est une règle, hein? Donc vous devez la retenir et vous devez la respecter aussi comme ça. Toujours dans le même ordre, comme on reçoit en général deux parties de papa et de maman. Quand je suis malade, après on va voir, on va discuter, hein? Malade, ça signifie avec l'expression. En général, lorsque vous voyez un sujet qui est, par exemple, carré, mais qui est en noir complètement assuré, moi j'économise mes marqueurs, ça signifie que ça, c'est un sujet masculin malade. Malade d'une maladie génétique. Il est malade. Le malade, on l'appelle aussi le prépositus, celui qui est malade. Et parfois, on commence l'arbre généalogique à partir du malade, on remonte au-dessus et on descend en bas. Alors, c'est le prépositus. Moi, dans ma pratique courante en général, le malade, je l'indique aussi par une flèche. Souvent, c'est ce qu'on fait. Donc, papa, maman. Si papa est malade, je le assure complètement. Si maman est malade, je vais la peindre aussi complètement en noir, quoi. Noir parce qu'on écrit sur un tableau noir-blanc. Hein. Alors, quel autre symbole allons-nous avoir? Les autres symboles, c'est, par exemple, lorsque quelqu'un est décédé, la maman est décédée. Bon, tout dépend. Il y a ceux qui font comme ceci, qui l'ont barré, ça signifie qu'il est décédé. Mais nous, personnellement, moi je me suis habitué, quand il est décédé, je fais ça, en dessous de la personne. Ce sont des sigles, hein? Ce sont des symboles. Hein? Donc tantôt, je vais vous faire un arbre généalogique et je vais vous demander de la lire. Donc vous allez apprendre à lire l'arbre généalogique et à l'interpréter et à comprendre et à pouvoir expliquer à la famille selon les symboles que nous allons découvrir. Quand je fais comme ça, c'est qu'il est décédé. Donc, ça signifie que là, la maman est décédée. En général, moi, personnellement, ce que je fais aussi, parce qu'il y a des facteurs qui sont importants, à côté de la personne, je peux écrire son âge, 32 ans. Et ici, je vais écrire, par exemple, 45 ans. Pourquoi l'âge? Oui, parce que l'âge, c'est important. Nous allons voir certaines maladies héréditaires, hein, des maladies chromosomiques qui sont transmises. Et selon l'âge de la maman, on aura plus de risques d'avoir certaines pathologies que d'autres. Donc, c'est pour cela que c'est important de pouvoir connaître l'âge des parents. Donc, ça, ce sont des symboles que je rajoute
je vous conseille de les avoir parce que c'est vraiment important. Alors, lorsque vous avez un sujet dont vous ne connaissez pas le sexe, parce que quand vous interrogez, la maman dit, ou bien vous demandez à la grand-mère qui dit, oui, ils ont eu 4 enfants. Elle dit, alors, c'était quoi? C'était un garçon ou une fille? Elle dit, oh, je ne sais pas. Voici le symbole que nous mettons. On ne connaît pas le sexe. Bon, généralement, on essaie de connaître le sexe, mais parfois on dit, bah, il a eu 12 enfants, le troisième, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, je ne me rappelle pas, et tout, etc. Alors, l'autre symbole, après, ça dépend des livres, hein. Quand vous voyez un symbole comme ceci, au milieu, une tache noire, un point noir, ça signifie que celui-ci, il est porteur. Si vous voulez, en général, ça signifie qu'il est hétéro. Alors, mais moi, en général, nous, enfin, les sigles, vous savez, tout dépend. Nous, en général, ce que nous faisons, quand on est porteur, ça signifie qu'on a hérité la moitié de papa, la moitié de maman. On fait ceci, on colore une partie. Et quand je vois ça, je me dis, il est AS, il est porteur. Il y a encore d'autres vont faire comme ceci, enfin, D. La moitié A, la moitié S. Ce sont des sigles, hein? Après, nous allons voir comment les mettre ensemble. Maintenant, les générations, on va arrêter, je dois devoir arrêter dans 8 minutes parce que j'ai une autre réunion. Après, on va reprendre. Hein. Les générations sont issues du lien entre un homme et une femme, et donc du mariage. Alors, les sigles pour montrer que les personnes sont mariées, c'est ceci. On va dire ça, maintenant je reprends. Quand on est marié, alors normalement, on évite de se marier dans la même famille. Parce que c'est ce qu'on appelle les mariages consanguins. Bon, dans notre région, il y en a pas mal. Quand on se marie, ça signifie que papa va se lier avec maman. On fait ça comme ça. Quand je vois ça, cette sigle, ça signifie que, on va dire, Matondo est marié à Madame Chibola, qui a 32 ans, Monsieur Matondo, 45 ans. Et je laisse par exemple Matondo en noir, je dis Matondo est porteur d'une maladie héréditaire. Il est porteur. Enfin, il est plutôt malade. Il est malade d'une maladie héréditaire que je ne connais pas. Je ne sais pas si elle est récessive ou si elle est dominante. Mais il est malade. Monsieur Matondo et Madame Chibola vont avoir des enfants. Alors, les enfants, ça signifie une autre génération. On va représenter ça par cette espèce de barre qui vient en dessous. Et supposons qu'ils aient 5 enfants. Alors, la règle, c'est qu'on dispose la succession des enfants en ordre chronologique, en commençant par la gauche. Donc, mon tableau par la gauche. Et je dis le premier enfant, c'est qui? Un garçon. Je fais le carré, c'est un garçon. Alors, moi, je vous conseille d'écrire quand vous faites, au moment où vous faites l'âge, parce qu'il y a des maladies qui dépendent de l'âge. Il vous dit, il a 16 ans. Voilà. Deuxième enfant que vous avez eu, hein, c'est Brigitte. Quel âge? 14 ans. Troisième enfant, c'est Sophie, encore une fille, 12 ans. Et puis, ils vous disent, le dernier de la famille, parce qu'ils n'ont que 4 enfants, c'est Trésor. Trésor, il a 8 ans. Voilà. Ça, c'est un arbre généalogique qui représente M. Matondo, marié à Madame Chibola. De leur union, ils ont eu 4 enfants,
dont le premier est un garçon de 16 ans, le deuxième une fille de 14 ans, la troisième une fille de 12 ans, et enfin le dernier un garçon de 8 ans. Maintenant, si plutôt c'est Kabea qui a marié Chibola, et que Kabea et Chibola sont des cousins, ils ont des liens parentaux plus importants liés. Au lieu de mettre une seule ligne, je mets 2 lignes. Et à ce moment-là, je comprends qu'il y a un lien de parenté entre Matondo, entre Kabea et Chibola, parce qu'ils sont de la même ethnie. En plus, ils sont des cousins. Benakalonji, ils ont le même oncle, etc. Maintenant, ils ont des enfants. Alors, celui-ci, c'est Paul. Chez Paul, si je prends la sigle, je mets ce sigle. Paul, il est quoi? Vous pouvez répondre. Quand je mets Paul comme ça. Il est porteur. Oui, il est quoi? Il est porteur. Il est porteur. Bien. Sophie, elle est comme ça. Brigitte, elle est comme ça. Et j'arrive chez Trésor. Sophie, elle est quoi? Sophie est porteuse. Brigitte est bien portante. Trésor est malade. Maladie héréditaire. Le papa malade. Il s'est marié avec sa cousine. Ils ont eu une fille porteuse, une fille saine, une autre fille porteuse, et un garçon porteur et un garçon malade. Voilà. Donc ça, c'est l'arbre généalogique qui va vous permettre de... Maintenant, vous devez interroger. Vous posez la question à M. Matondo, mais vous, dans votre famille, c'est pour cela que l'arbre généalogique doit comprendre au moins, si possible, 3 générations. On va dire, la dernière génération, c'est celle-ci. On va dire, c'est la 3e. La 2e, c'est celle-ci. Maintenant, je vais connaître la première. Vous voyez, un peu comme dans la Bible, on dit que Jésus est né de... Et puis on remonte génération en génération. En réalité, je dois descendre cet arbre et remonter, parce qu'ici, ils sont jeunes. Ils ne sont pas encore mariés. Ça, c'est la dernière génération. Et puis, donc, si la dernière, je l'appelle, on va dire, la 4e ou la 3e, 2e, et plus je remonte et plus je recule. Alors ici, je dis, mais Matondo, il vient de quelle famille? On dit que Matondo vient d'une famille où il n'était qu'à 2. Et donc, Matondo vient d'une famille où ils étaient à 2, avec une fille qui était bien portante. Le père de Matondo, marié avec sa maman, il n'avait que 2 enfants, dont Matondo, une fille bien portante. Donc ça, c'est la première génération, la 2e, la 3e. Je vais aussi maintenant chez Chibola, le même raisonnement. Chibola était à combien? Ah, Chibola, c'est la première d'une famille de 4 filles. Il n'y avait que 2 filles. L'homme, et les parents, oui, ils étaient mariés, ils n'étaient pas de la même famille. Hein. Voilà, papa et Chibola. Ça, c'est la première génération de Chibola. Et puis, je peux encore remonter au-dessus. Ça, c'est l'arbre généalogique. Maintenant, dans l'histoire de la maman, hein, souvent c'est la maman, elle va vous dire, j'ai eu une fausse couche. En général, la fausse couche, on la représente par un petit cercle, petit comme ça, pour dire que c'était une fausse couche. Mais vous pouvez la représenter. Entre le premier et le 2e, j'ai eu une fausse couche.
vous représentez ça comme ça. Bon, on va reprendre plus tard avec les diapos. Je vous laisse, il est 13h chez vous, chez moi il est 12h30. On va reprendre à 15h. Oui, ça sera à 15h, voilà. Comme ça, je vous conseille une chose, de rentrer sur le site, de revoir les cours que vous n'avez pas eus hier, parce que tout est lié. Comme ça, pendant ceux qui ont le temps, hein, vous pouvez relire, entre autres, les notions sur la nomenclature, sur ce que j'ai déjà présenté pour bien comprendre. Après, nous allons continuer avec l'arbre généalogique. Voilà. À tantôt.